Je vous ai dit, le prophète David Jérémie a été déjà par le RDR. Voici venu le moment où la verge est venue à vous. Oui, oui, la verge est venue à vous. Où est passé actuellement le prophète David Jérémie Aimé? Fabi, pour toutes les personnes qui sont auprès du prophète David Aimé, son enlèvement, je n'ai plus eu de ces nouvelles. Donc, je vois ici sur les réseaux sociaux, il y a d'autres qui disent, tenez vraiment. Toi, il faut t'apprêter. Il faut prier c'est-à-dire toi, ton Dieu que toi tu pries là, il faut toujours le prier. Parce que, s'il arrivait que ces prophètes décèdent, toi, ce qui va se passer, ça serait très lourd pour toi. Moi, je te le jure, je te le promets, ça serait très lourd. Les rancuniers ne disent rien, pas parce qu'ils n'ont rien à dire, parce que ce qu'ils ont dans le cœur est grave. Il faut d'abord remettre les pendules à l'heure parce que cette affaire, en quelques jours seulement, a été polluée par tellement de rumeurs qu'il devient difficile de séparer ce qui relève du fait avéré de ce qui relève de la panique collective. Alors reprenons tout depuis le début avec ce que l'on sait réellement aujourd'hui et surtout avec ce que cette affaire dit des dangers bien concrets qui menacent une société lorsque l'émotion prend le pas sur l'information vérifiée. Tout commence le lundi 10 août. Ce jour-là, un homme d'église bien connu en Côte d'Ivoire, un prédicateur dont les vidéos circulent largement sur les réseaux sociaux depuis des années, est interpellé dans le cadre d'une enquête ouverte par la préfecture de police d'Abidjan. Jusqu'ici, rien d'exceptionnel dans la forme, une interpellation, une enquête, une procédure qui suit son cours, mais ce qui va transformer cette arrestation en véritable tempête médiatique et sociale, ce sont les heures qui suivent immédiatement l'interpellation. Dans la nuit qui suit son arrestation, l'homme se plaint d'une douleur à la poitrine, une douleur suffisamment sérieuse pour que les autorités décident de le transférer en urgence vers l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Sur place, les examens médicaux révèlent quelque chose de... Et pourquoi? Dans votre RHDP là, c'est ça? Vous êtes des insensés. J'ai dit, vous allez vous désabonner de ma page aujourd'hui là, parce que aujourd'hui là, je vais parler. J'ai dit, écoutez-moi très bien. Votre gouvernement est un gouvernement de merde. Vous avez entendu avec quoi? Votre gouvernement est un gouvernement de merde. Votre RHDP là, tous les membres là, c'est la merde. Vous n'êtes pas humain. Je ne sais pas, votre président même là, mais s'il prend le gars en charge, c'est qu'il sait ce qui s'est passé. Je ne dis pas que c'est lui qui l'a envoyé. Peut-être aussi qu'il ne sait pas, moi il ne sait pas. Mais tout ça là, tout votre gouvernement là, c'est la merde. Je le dis, je suis sur mon territoire ici, puis il parle, ok? Et puis il vais en Côte d'Ivoire quand je veux. Je n'ai pas aller là-bas pour aller mettre caméra pour vous insulter, ou quoi que ce soit. Parce que là-bas, il n'y a pas de loi. Mais personne ne peut m'arrêter pour quelque chose que j'ai dit étant sur le territoire américain, ok? Donc là, je le répète encore, votre gouvernement est un gouvernement de merde. Tous les membres de ce gouvernement-là, c'est la merde. Tous les ministres là, c'est la merde. C'est que Ado doit changer tout cela. Lui-même, c'est un sanguinaire même. C'est ça qui est la vérité. Lui-même, c'est un sanguinaire. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe là-bas. Et vous ne pouvez pas me dire que lui, il ne sait pas tout ce qui se passe. Il sait très bien tout ce qui se passe. Il sait très bien. Mais attendez, ça c'est grave ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le pays appartient à tout le monde. Côte d'Ivoire là, c'est pas pour le gouvernement là seulement. C'est pour tout le monde. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Ok? Voilà. Et puis pour ceux qui applaudissent aujourd'hui, ce qui se passe, ce qui est arrivé à ce pasteur-là, prophète ou je sais quoi. Faites doucement, hein? Parce que les droits humains là, ça ne s'applique pas seulement sur les gens que vous aimez. Hein. Là, je suis désolé. Non. Vous applaudissez comme ça parce que c'est quelqu'un que vous n'aimez pas. Faut faire attention, hein. You know? On ne doit jamais accepter certaines choses. Tout simplement parce que la victime, c'est quelqu'un qu'on n'aime pas. Parce que la victime n'est pas du même bord politique que nous. Parce que demain, là, ça va venir vers vous. Vous allez applaudir toujours. Faut faire beaucoup attention. Et puis même, des citoyens, quand des citoyens commencent à avoir peur de critiquer ceux qui les dirigent, on doit se poser de sérieuses questions sur l'état de droit. Parce qu'un gouvernement démocratique n'a pas besoin de faire peur à son peuple, you know, pour en fait se faire respecter. Chacun a son rôle dans un pays. La police fait son travail. La justice aussi fait son travail. Une arrestation ne doit pas devenir une condamnation. Une arrestation ne doit pas en fait être une séance de bastonnade, une séance de punition. Mais on arrête, c'est pour aller se faire entendre, ou bien, you know, et la justice fait son travail. Mais vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un, vous bastonnez la personne, vous arrêtez quelqu'un bien portant, et puis demain la personne est hospitalisée. Mais vous avez fait quelque chose. Mais s'il meurt, vous l'avez tué, c'est tout. Vous l'avez tué. Ce qui arrive à ce monsieur-là aujourd'hui, en fait, ne doit pas arriver, ça doit arriver à personne, à qui que ce soit, peu importe ton bord politique, peu importe qui tu as critiqué, peu importe ce que même tu as dit, tes droits restent tes droits. Côte d'Ivoire là même vraiment, c'est grave, hein. Il faut qu'on arrête en fait de normaliser certaines choses, you know? Parce que là, on a laissé, vous avez laissé quelque chose en fait devenir normal.
Parce que là, c'est normal pour eux là-bas maintenant. Et que pas seulement on te bastonne, on te prend, on t'arrête, ou on te tue, et puis il n'y a rien. Ça, c'est grave. J'espère en tout cas que tout ce que chaque membre de ce gouvernement-là a fait, j'espère qu'ils vont tous payer pour tout ce qu'ils ont fait. Ah, donc, lui-même, où il est là, même, lui, il est vieux, même. C'est ce qui me fait mal là. Et peut-être que lui-même, il va mourir même avant même qu'on ne l'enlève, parce que lui, là, il doit partir en prison. Il doit aller en prison. Mais c'est ça qui me fait mal. De toute façon, il est vieux là. Peut-être qu'il va mourir avant qu'on dégage ce gouvernement-là. En tout cas, je prie pour que Dieu donne longue vie à tous ceux-là. Pour qu'ils payent pour tout. Qui est très sûr. Envoie-moi ça en PV. Mais tenez vraiment. Toi, faut t'apprêter. Il faut prier c'est-à-dire toi, ton Dieu que toi tu pries là, il faut toujours le prier. Parce que, s'il arrivait que ces prophètes décèdent, toi, ce qui va se passer, ça serait très lourd pour toi. Moi, je te le jure, je te le promets, ça serait très très lourd. Parce que, il va couler béton sur toi. Ce qu'ils ont fait actuellement là, ça c'est encore petit. Avec ce qui vient là, ça serait pire. Donc il faut prier Dieu, toi tenez vraiment. C'est malheureux, c'est pédé. Il faut prier Dieu. Donc pour tous ceux qui ont une nouvelle, que la personne m'envoie un message en PV, ou bien la personne écrit dans le commentaire que le prophète est toujours vivant, ou il est décédé. Mais tenez vraiment, toi, tu vas lire l'heure, on va s'en prier. Dja. Et que son corps est au CHU de Trècheville, à la morgue de Trècheville. Vous voyez, 2 jours sur la toile, là. Mamadou Touré, le Malien, et Adjoumani, le Ghanéen, ou bien je sais pas de quoi, là, ont sorti leurs prostitutes, leur jantra, pour distraire les Ivoiriens. Parce que 2 jours sur la toile, là, on ne parle que d'eux. Ce fioleur, là, ce procureur de merde, il est sorti nous dire que le pasteur David avait une artère bouchée et que cette artère a été débouchée, qu'il va bien. Mensonge. Rien de tout ça. David est arrivé là-bas, là. Il était quasiment mort. Déjà. Et deux jours après, il a rendu l'âme, il n'a pas pu succomber, il n'a pas pu supporter, et il n'a pas pu, comment on appelle, il a succombé aux tortures de ce régime moribond, là. Il a été torturé jusqu'à Djali, il a été électrocuté. Et aujourd'hui, hein, vous voyez, c'est comme une patate chaude comme ça, dans leurs mains. Chers parents, n'allez pas chercher le corps, la dépouille de votre frère, enfant, David et tout ça. Laissez ça dans leurs mains. Laissez ça dans leurs mains. Nous sommes dans quoi? Voici les rebelles là. Hein, les gens qui ont posé leur caméra, qui ont dit qu'ils ont déjà nos parents. Ils vadrouillent dans la Côte d'Ivoire. Et vous les hommes de Dieu là, les hommes influents là. Hein? Mais prononcez-vous là-dessus. Prononcez. Déjà même là. Si vous voulez, ne vous prononcez pas sur le Djali du prophète parce que c'est pas encore officiel. C'est pas encore officiel. Donc ne vous prononcez pas là-dessus. Mais de la manière dont il était enlevé là. Hein? De la manière dont ils ont fracassé sa porte sans même un mandat. Rien. On a tous vu les vidéos. Mais vous pouvez quand même vous prononcer là-dessus. Parce que ce qui arrive à clac, arrive à clou-clou. Ou bien vous êtes tous dans des loges. Nous, on va dans vos églises, on va dans les églises, on va à l'église catholique, on va à l'église évangélique, on va dans les mosquées, on paye les dîmes, on fait nos offrandes, tout et tout là. Un pasteur, un prophète a été enlevé par les encagoulés de ces voyous, les terreaux de Draman là. Dieu merci que ce monsieur-là même l'a déjà. Voici Téné Brahima aussi, le fioleur, avec Kakabé, le couteau, en train de se pavaner dans Ghana là. Parce que lui, là, aujourd'hui, là, si on lui a trop demandé, là, c'est lui qui remplace son père, c'est le successeur de Draman. Et tous ceux qui disent que Draman, venez prendre le pouvoir, et vous n'avez pas dit que c'est truc. Mais si vous bandez comme Tamar Robert, là, annoncez que Draman a déjà. Vous allez voir si les Ivoiriens vont pas répondre leur pays. Vous n'avez pas de quoi. Annoncez, pourquoi vous cachez? Si la France vous regarde, là, c'est parce que ce fioleur a une mission à accomplir. Tenez Brahim le fioleur. Vous n'avez pas vu ce que Jeune Afrique a écrit? Jeune Afrique dit que, comment c'est fait-il qu'aujourd'hui, là, nous avons des rebelles à la tête de notre pouvoir. Des rebelles qui sont devenus des généraux, des colonels. Jeune Afrique, c'est pour les Français. La France qui vous a positionné, là, c'est cette même France-là qui va vous enlever. Parce que Téné Brahim,
J'ai déjà dit, si tu tentes, tu restes. Si tu tentes de déstabiliser les pays de l'AES là, ils vont faire la grave, sauce. une artère du cœur bouchée nécessitant une prise en charge chirurgicale immédiate. L'opération est réalisée et selon les autorités, elle se déroule avec succès. L'état de santé de l'homme est ensuite déclaré stable. Voilà les faits, tels qu'ils ont été confirmés par les autorités judiciaires elles-mêmes. Mais entre le moment de son malaise et la communication officielle du parquet, il s'est passé quelque chose de bien plus inquiétant encore. Une rumeur, née on ne sait trop où, a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, affirmant que l'homme était mort en détention. Une rumeur qui en quelques heures à peine s'est propagée à une vitesse fulgurante, relayée par des centaines puis des milliers de comptes, transformant une hospitalisation en un véritable drame national dans l'imaginaire collectif. C'est précisément ce point qui mérite qu'on s'y attarde longuement, parce qu'il révèle, mieux que n'importe quel autre élément de cette affaire, à quel point notre époque est devenue vulnérable face à la vitesse de circulation de l'information non vérifiée. En l'espace d'une nuit, une simple hospitalisation, certes grave, mais suivie d'une opération réussie, s'est transformée dans l'esprit de milliers de personnes en un décès en garde à vue, un glissement dramatique qui n'a été rendu possible que par l'absence, dans un premier temps, d'une communication officielle claire et rapide. Face à cette situation, le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan a dû sortir de sa réserve habituelle pour publier un communiqué formel destiné à couper court à ces rumeurs. Un communiqué dans lequel il affirme sans détour que l'homme est bel et bien en vie, que son état de santé est stable et que les informations relayées sur son décès sont totalement fausses. Une mise au point rare qui montre à quel point la situation avait pris une ampleur suffisamment inquiétante pour justifier une intervention directe et publique du parquet lui-même. Mais ce que révèle surtout cette séquence, c'est un problème bien plus large, bien plus structurel, qui dépasse largement le cas individuel de ce pasteur. Car dans son communiqué, le procureur ne s'est pas contenté de démentir la rumeur. Il a aussi rappelé noir sur blanc que la diffusion de fausses informations par le biais d'un système d'information constitue une infraction pénale prévue et réprimée par le code pénal ivoirien, une manière claire de signifier que celles et ceux qui ont participé, sciemment ou non, à la propagation de cette rumeur de décès s'exposent eux aussi à des poursuites judiciaires. C'est là que se situe le premier grand problème que cette affaire met en lumière, celui de la responsabilité individuelle et collective face à la circulation de l'information sur les réseaux sociaux. Combien de personnes, parmi celles qui ont partagé cette rumeur de décès, l'ont fait avec l'intention de nuire? Probablement très peu. La grande majorité a certainement agi dans un mouvement d'émotion, de solidarité ou simplement par réflexe de partage, sans prendre le temps de vérifier la source, la fiabilité ou même la simple vraisemblance de l'information relayée. Et c'est précisément là que réside le danger, parce qu'une rumeur de mort, une fois lancée, produit des effets qu'aucun démenti, aussi rapide soit-il, ne peut totalement effacer. Elle génère de la peur, de la colère, parfois même des mouvements de mobilisation, avant même que la vérité n'ait eu le temps de s'imposer. Elle abîme la confiance envers les institutions, qu'elles soient judiciaires, policières ou médicales. Et elle laisse, dans l'esprit collectif, une trace durable, même après le démenti officiel. Pour bien comprendre pourquoi cette rumeur a trouvé un terrain aussi favorable pour se propager, il faut aussi revenir sur le profil de l'homme concerné et sur son histoire personnelle avec la justice ivoirienne, car ce n'est pas la première fois que ce prédicateur se retrouve au cœur d'une affaire judiciaire. Il y a déjà quelques années, en décembre 2023, il avait été arrêté en pleine cérémonie religieuse, directement dans son église, pour des propos tenus en direct dans une vidéo où il qualifiait certains agents des forces de l'ordre de termes très durs, tout en dénonçant leurs conditions salariales. Cette première affaire s'était soldée quelques mois plus tard par une condamnation, 12 mois de prison ferme, assortie d'une amende pour diffusion de fausses nouvelles par voie électronique. Une condamnation lourde qui avait déjà, à l'époque, suscité des débats importants sur la liberté d'expression religieuse et les limites fixées par la loi ivoirienne en matière de communication numérique. C'est donc un homme au parcours judiciaire déjà connu, déjà scruté, qui se retrouve aujourd'hui de nouveau au centre d'une nouvelle affaire. Et c'est justement cette récurrence qui alimente, chez une partie de l'opinion publique, un sentiment de déjà-vu, presque de fatalité, quant à la trajectoire de cet homme face à la justice de son pays. Mais que s'est-il passé concrètement pour justifier cette nouvelle interpellation? Là encore, les zones d'ombre restent nombreuses, mais un élément revient de manière insistante dans les informations disponibles.
Une vidéo largement relayée dans les jours précédant son arrestation dans laquelle l'homme aurait tenu des propos jugés problématiques concernant la mort d'un ancien responsable militaire. Des propos qui, selon plusieurs témoignages et relais médiatiques, auraient été perçus comme une forme de satisfaction affichée face à ce décès prononcé devant ses fidèles. Cette vidéo, devenue depuis un élément central de l'affaire, illustre à elle seule un autre problème majeur que cette histoire met en évidence, celui de la responsabilité qui pèse sur les figures religieuses influentes lorsqu'elles s'expriment publiquement sur des sujets aussi sensibles que la mort, le pouvoir ou les institutions militaires et politiques du pays. Une parole prononcée devant une assemblée de fidèles n'a pas le même poids qu'une opinion exprimée dans un cadre privé. Elle engage, elle circule, elle peut être interprétée, découpée, sortie de son contexte et devenir en quelques heures un objet de scandale national. C'est exactement ce qui semble s'être produit ici. Une phrase prononcée dans un contexte précis, devant une audience précise, s'est retrouvée propulsée dans l'espace public national, générant indignation, débat et finalement une intervention des autorités judiciaires, un phénomène qui n'est pas propre à la Côte d'Ivoire, mais qui y trouve un terrain particulièrement fertile compte tenu de l'influence considérable qu'exercent les prédicateurs sur des millions de fidèles à travers le pays. Face à cette situation, l'entourage du pasteur a lui aussi décidé de sortir du silence. Dans plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, ses proches ont confirmé son interpellation, montrant même des images de son domicile au moment de l'intervention des forces de l'ordre, une démarche qui traduit à la fois l'inquiétude de la famille, mais aussi une volonté de reprendre un minimum de contrôle sur le récit de cette affaire, dans un contexte où les rumeurs, on l'a vu, circulaient déjà à une vitesse incontrôlable. Cette prise de parole de l'entourage soulève elle aussi son lot de questions. Car en diffusant ces images, ces témoignages, la famille du pasteur participe, qu'elle le veuille ou non, à l'amplification médiatique de l'affaire. Un choix compréhensible sur le plan humain, tant l'inquiétude d'une famille face à ce type de situation est légitime, mais un choix qui illustre aussi la complexité de gérer une affaire judiciaire à l'ère des réseaux sociaux, où chaque prise de parole, chaque image partagée devient immédiatement un élément du récit collectif, interprété, commenté, parfois déformé. Il faut aussi évoquer la réaction d'autres acteurs du paysage religieux ivoirien, notamment certaines églises qui se sont exprimées publiquement pour déplorer les conditions de cette arrestation intervenue selon certains témoignages en plein culte. Une réaction qui montre que cette affaire ne concerne pas uniquement l'homme arrêté et ses fidèles directs, mais qu'elle interroge plus largement l'ensemble de la communauté évangélique ivoirienne sur la manière dont les autorités interagissent avec les lieux de culte et les figures religieuses du pays. Cette dimension collective de l'affaire est essentielle pour comprendre pourquoi elle a pris une telle ampleur. Il ne s'agit pas simplement de l'histoire d'un homme confronté à la justice, il s'agit d'un événement qui touche, par ricochet, à des questions bien plus larges. La place de la religion dans l'espace public ivoirien, les limites de la liberté d'expression religieuse, la responsabilité des prédicateurs influents et la vulnérabilité de la société face à la désinformation en période. Maintenant que la chronologie des faits est posée avec précision, il faut s'attarder sur ce que cette affaire pourrait engendrer si elle continue d'évoluer dans les prochaines semaines et sur les problèmes de fond qu'elle a déjà commencé à révéler. Le premier problème, sans doute le plus immédiat, concerne la fragilité de l'espace informationnel ivoirien face aux rumeurs. Cette affaire a démontré de la manière la plus concrète possible à quelle vitesse une fausse information peut se propager et à quel point il devient difficile, une fois qu'elle est lancée, de revenir en arrière. Le démenti du procureur, aussi ferme et rapide fut-il, n'a probablement pas atteint toutes les personnes qui avaient été exposées à la rumeur initiale. Certaines d'entre elles continuent peut-être encore aujourd'hui, sans le savoir, à penser que cet homme est décédé, tout simplement parce qu'elles n'ont jamais vu passer le communiqué officiel qui dément cette information. Ce phénomène, loin d'être anecdotique, pose une question de fond pour l'ensemble de la société ivoirienne. Comment construire une information fiable, rapide et suffisamment diffusée pour contrer efficacement la propagation des rumeurs dans un contexte où les réseaux sociaux permettent à n'importe quel contenu, vrai ou faux, de circuler à une vitesse que les canaux d'information officiels peinent souvent à égaler. Le deuxième problème que cette affaire met en lumière concerne les conséquences judiciaires qui pourraient toucher, au-delà du pasteur lui-même, l'ensemble des personnes ayant participé à la diffusion de la fausse information sur son décès. Le rappel fait par le procureur concernant l'article du code pénal ivoirien qui sanctionne la diffusion de fausses nouvelles n'est pas anodin. Il ouvre la possibilité, du moins en théorie, de poursuites contre celles et ceux qui auraient sciemment relayé cette rumeur en connaissance de son caractère infondé. Cette perspective soulève à son tour
jour un débat plus large sur l'équilibre entre lutte contre la désinformation et respect de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, ou placer la limite entre un partage de bonne foi effectué dans l'émotion du moment et une diffusion délibérée de fausses informations dans le but de nuire ou de manipuler l'opinion publique. Cette question, loin d'être simple, continuera très certainement d'alimenter les débats juridiques et sociétaux dans les mois à venir, en Côte d'Ivoire comme ailleurs. Le troisième problème, plus structurel encore, touche à la relation entre les autorités ivoiriennes et les figures religieuses influentes du pays. Cette affaire n'est pas la première du genre. On l'a vu, l'homme concerné avait déjà été condamné en 2024 pour des faits similaires liés à la diffusion de propos jugés problématiques. Cette récurrence interroge sur la manière dont certains prédicateurs perçoivent les limites de leur liberté d'expression, mais aussi sur la manière dont les autorités choisissent de répondre à ces situations, parfois par des interpellations spectaculaires en plein culte devant des centaines de fidèles. Cette méthode d'intervention, aussi légale soit-elle sur le plan procédural, comporte-t-elle aussi des risques? Une arrestation menée en pleine cérémonie religieuse devant une assemblée de fidèles peut être perçue comme une humiliation publique susceptible de renforcer plutôt que d'apaiser les tensions entre les autorités et certaines communautés religieuses. Un risque que plusieurs observateurs pointent régulièrement en soulignant l'importance de privilégier, lorsque cela est possible, des modalités d'interpellation plus discrètes, moins susceptibles de générer des réactions émotionnelles massives au sein des communautés concernées. Le quatrième problème concerne directement la santé de l'homme arrêté et plus largement la question des conditions de détention et de prise en charge médicale des personnes placées en garde à vue en Côte d'Ivoire. Le fait que cet homme ait été victime d'un grave problème cardiaque quelques heures seulement après son interpellation soulève des interrogations légitimes sur le niveau de stress généré par ce type de procédure et sur la capacité des structures de détention à réagir rapidement et efficacement face à une urgence médicale. Si les autorités ont, dans ce cas précis, réagi avec une rapidité qui a permis une prise en charge chirurgicale réussie, cette affaire rappelle malgré tout la vulnérabilité des personnes placées en détention, en particulier lorsqu'elles présentent des antécédents médicaux ou des facteurs de risque particuliers, une vigilance qui devrait, selon plusieurs observateurs, être renforcée de manière systématique, indépendamment du profil de la personne interpellée. Le cinquième problème, enfin, concerne l'impact durable de cette affaire sur la confiance entre la population et les institutions judiciaires et médicales du pays. Le simple fait qu'une rumeur de décès ait pu prendre une telle ampleur avant d'être démentie officiellement traduit une forme de défiance préexistante envers la parole institutionnelle. Une défiance qui, si elle n'est pas suffisamment prise en compte, pourrait continuer à alimenter à l'avenir de nouvelles vagues de rumeurs similaires à chaque nouvelle affaire judiciaire impliquant une figure publique influente. Face à l'ensemble de ces problèmes, plusieurs pistes de réflexion émergent. La première concerne la nécessité, pour les autorités judiciaires et sanitaires, de communiquer plus rapidement et plus systématiquement lors de situations sensibles afin de limiter au maximum la fenêtre de temps durant laquelle les rumeurs peuvent se propager sans contradiction officielle. La seconde concerne la responsabilité individuelle de chaque utilisateur des réseaux sociaux, invité à faire preuve de davantage de prudence avant de relayer une information non vérifiée, en particulier lorsqu'elle concerne un sujet aussi sensible que la vie ou la mort d'une personne. La troisième piste, plus large, concerne la nécessité d'un dialogue renforcé entre les autorités ivoiriennes et les communautés religieuses du pays afin de mieux anticiper et gérer les tensions potentielles liées aux interpellations de figures religieuses influentes. Un dialogue qui pourrait permettre à l'avenir d'éviter certains des écueils observés dans cette affaire, tant sur le plan de la gestion de l'information que sur celui du climat social généré par ce type d'événement. Ce qui est certain à ce stade, c'est que cette affaire, par la multitude de problèmes qu'elle a révélés en seulement quelques jours, continuera très probablement d'alimenter les débats publics ivoiriens dans les semaines à venir, entre la suite judiciaire réservée à l'homme concerné, l'évolution de son état de santé et les questions plus larges soulevées par cette séquence. Tous les éléments sont réunis pour que cette histoire continue d'occuper une place centrale dans l'actualité du pays. Tout part d'une vidéo devenue en quelques jours le symbole de toute cette affaire, au point que certains médias l'ont directement rebaptisé le affaire 1 à 1, du nom d'une expression prononcée par le prédicateur lui-même et qui a mis le feu aux poudres. Dans cette vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux ivoiriens, l'homme s'exprime devant ses fidèles au sujet de la mort d'un ancien responsable militaire, le colonel-major Martin Fofié-Kouakou, ancien commandant de zone des forces nouvelles de Côte d'Ivoire à Korogo, décédé récemment. Ce qui a choqué dans cette séquence, ce n'est pas tant l'annonce du décès elle-même que la manière dont elle a été commentée. Le pasteur s'est félicité de la disparition de cet officier, un commentaire prononcé publiquement
publiquement devant une assemblée de fidèles et immédiatement filmé, diffusé, puis massivement partagé. Une phrase précise a cristallisé l'indignation, celle où l'homme évoque presque avec satisfaction le fait que ce décès s'inscrirait dans une série, comme si d'autres disparitions similaires étaient à venir, l'une après l'autre. C'est de cette formule, littéralement traduite par un, que vient le nom donné par les médias à cette affaire. Il faut bien comprendre pourquoi une telle sortie a pu déclencher une réaction aussi rapide et aussi ferme de la part des autorités. Se réjouir publiquement de la mort d'un ancien officier, qui plus est une figure ayant occupé des fonctions de commandement dans un contexte historique sensible pour le pays, touche à plusieurs lignes rouges à la fois. Le respect dû aux défunts, la dignité des familles endeuillées, mais aussi plus largement la question de l'incitation, même indirecte, à une forme de violence symbolique envers d'autres personnalités, présentées comme les prochaines cibles d'un même sort funeste. C'est cette accumulation de facteurs qui explique, selon toute vraisemblance, la rapidité avec laquelle l'enquête a été ouverte par la préfecture de police d'Abidjan, puis l'interpellation qui a suivi. Une interpellation qui, on l'a vu dans la première partie, est intervenue le lundi 10 août, quelques jours seulement après la diffusion de cette vidéo devenue virale. Mais pour comprendre pourquoi cette affaire a pris une résonance aussi forte, il ne suffit pas de s'arrêter à cette seule séquence. Il faut la replacer dans l'histoire plus large de cet homme avec la justice ivoirienne. Une histoire qui ne commence pas avec cette arrestation, car ce prédicateur avait déjà connu, moins de 3 ans plus tôt, un premier passage devant les tribunaux dans des circonstances qui, déjà à l'époque, avaient fait grand bruit. Ce premier épisode remonte au vendredi 15 décembre 2023, lorsque l'homme avait été arrêté en pleine cérémonie religieuse dans son église Christ Family Ministry, située dans le quartier d'Abobo, à l'est d'Abidjan. Cette arrestation faisait suite à la diffusion en direct d'une vidéo dans laquelle il qualifiait certains agents de la police nationale de termes très durs, tout en dénonçant leur niveau de salaire jugé misérable. Cette première affaire avait suivi son cours judiciaire pendant plusieurs mois. Après des audiences publiques début mars 2024 devant le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, le verdict était tombé le vendredi 22 mars. 12 mois de prison ferme, assorti d'une amende de 300 000 francs CFA pour diffusion de fausses nouvelles par le biais d'Internet. Ce détail est important car il montre que l'homme n'en était pas à sa première confrontation directe avec la justice sur des questions liées à sa communication publique. Il montre aussi que la qualification pénale retenue à l'époque, celle de diffusion de fausses nouvelles, est exactement la même notion juridique qui refait surface aujourd'hui dans le cadre du démenti publié par le procureur au sujet de la fausse rumeur de décès qui a circulé après cette nouvelle interpellation. Autre élément qui éclaire la trajectoire judiciaire de cet homme, une plainte avait également été déposée à l'époque par l'archevêque Vincent Kodja, leader d'une autre mission évangélique, à la suite d'une vidéo jugée diffamatoire à son encontre, à laquelle s'étaient ajoutées d'autres plaintes de la part de tiers. Ce dernier occupait par ailleurs, selon les informations disponibles, la présidence de la conférence des évêques pentecôtistes de Côte d'Ivoire. Ce détail montre que les tensions entre ce prédicateur et d'autres figures religieuses influentes du pays ne datent pas d'hier et qu'elles dépassent le seul cadre des relations avec les autorités politiques ou policières. Depuis cette première condamnation, l'homme avait été détenu au pôle pénal d'Abidjan, anciennement connu sous le nom de maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Une détention qui avait, elle aussi, suscité des réactions contrastées au sein de la société ivoirienne, entre ceux qui considéraient que la sanction justifiait au regard des propos tenus et ceux qui y voyaient une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression d'un homme de foi. C'est donc un homme au parcours judiciaire déjà connu, déjà documenté, qui se retrouve aujourd'hui de nouveau au cœur d'une affaire similaire, cette fois liée non plus à des propos sur les forces de l'ordre, mais à des commentaires jugés inappropriés sur la mort d'un ancien responsable militaire. Une récurrence qui alimente chez une partie de l'opinion publique ivoirienne un sentiment particulier, celui d'un homme qui, malgré une première condamnation lourde, n'aurait pas fondamentalement changé sa manière de s'exprimer publiquement sur des sujets sensibles. Cette récurrence pose une question de fond qui dépasse largement le cas individuel de ce prédicateur, celle de l'efficacité réelle des sanctions judiciaires face à des comportements de communication jugés problématiques lorsque ces comportements
comportements sont profondément ancrés dans un style de prédication qui a, par ailleurs, largement contribué à la notoriété et à l'influence de la personne concernée. Autrement dit, la prise de risque judiciaire fait-elle d'une certaine manière partie intégrante de la stratégie de communication de certains prédicateurs pour qui la controverse reste un moteur puissant de visibilité et d'audience. Cette question, aussi dérangeante soit-elle, mérite d'être posée tant elle éclaire un phénomène plus large observé dans plusieurs pays de la sous-région où certains prédicateurs évangéliques ont bâti une partie de leur influence sur des prises de position volontairement clivantes, quitte à s'exposer régulièrement à des poursuites judiciaires, un modèle qui, aussi risqué soit-il sur le plan personnel, peut s'avérer redoutablement efficace en matière de visibilité médiatique et de fidélisation d'une audience. Il faut également évoquer la réaction de la communauté religieuse ivoirienne face à cette nouvelle arrestation, une réaction qui s'est révélée bien plus nuancée que ce que l'on aurait pu imaginer. Certaines églises se sont exprimées pour déplorer les conditions dans lesquelles cette interpellation aurait eu lieu, en particulier si elle est intervenue, comme le suggèrent certains témoignages, en plein culte devant une assemblée de fidèles. D'autres voix, à l'inverse, ont choisi de prendre leur distance avec les propos tenus dans la fameuse vidéo, considérant que la ligne franchie était cette fois trop grave pour être défendue au nom de la seule liberté d'expression religieuse. Cette diversité de réactions illustre bien la complexité de la position dans laquelle se trouve aujourd'hui l'ensemble du paysage évangélique ivoirien. D'un côté, une solidarité de principe presque instinctive envers un homme de Dieu confronté à la justice de son pays. De l'autre, une prise de conscience croissante des risques que peuvent faire peser certains discours tenus par des figures influentes sur la cohésion sociale et sur l'image globale de la communauté évangélique auprès du reste de la population. Cette tension, loin d'être anecdotique, pourrait bien structurer une partie des débats à venir au sein des églises évangéliques ivoiriennes, entre celles qui plaideront pour davantage d'autorégulation collective face aux dérives de certains prédicateurs et celles qui continueront de défendre une conception plus absolue de la liberté de prêcher, y compris sur des sujets aussi sensibles que la politique, l'armée ou les figures d'autorité du pays. Il faut maintenant élargir encore le regard et s'intéresser à la manière dont d'autres figures religieuses ont réagi à cette affaire, en particulier à travers une prise de parole qui a circulé dans les jours suivant l'arrestation et qui propose une lecture radicalement différente de l'ensemble de la séquence. Cette prise de parole ne s'attarde pas sur les détails judiciaires de l'affaire, ni sur la question de la fausse rumeur de décès, ni même directement sur le contenu précis de la vidéo qui a déclenché l'interpellation. Elle choisit un angle bien plus large, presque théologique, pour aborder l'ensemble de la situation, celui du rapport entre la foi et l'autorité politique. L'idée centrale développée dans ce message est la suivante: celles et ceux qui choisissent de s'attaquer frontalement, verbalement aux autorités en place s'engageraient, selon cette lecture, dans un combat voué à l'échec, non pas parce que la critique politique serait en elle-même illégitime, mais parce que, selon cette conception, toute autorité établie porterait avec elle une forme de légitimité supérieure qui rendrait vaine toute tentative de confrontation directe et systématique. Cette conviction s'appuie sur une lecture particulière de certains textes religieux où il est rappelé que les figures d'autorité qui se sont succédées à la tête des peuples dans les récits bibliques portaient chacune une mission spécifique, un mandat qui dépassait leur seule volonté personnelle. Une lecture transposée dans ce message au contexte contemporain ivoirien pour justifier une forme d'appel à la retenue et au respect envers les autorités en place, y compris pour celles et ceux qui nourriraient des désaccords profonds avec certaines décisions politiques. Ce message aborde directement l'arrestation du prédicateur sans jamais remettre en cause la légitimité de l'interpellation elle-même. Il choisit plutôt d'y voir la conséquence d'un parcours marqué par des prises de position répétées, jugées problématiques, une lecture qui, on l'a vu dans les parties précédentes, ne fait pas l'unanimité, mais qui structure malgré tout une partie significative du débat religieux actuel autour de cette affaire. Un point mérite d'être souligné avec une attention particulière. Ce message évoque également un précédent, une autre sortie du prédicateur, dirigée cette fois contre une artiste ivoirienne, sans qu'aucune justification claire n'ait jamais accompagné cette attaque à l'époque. Une référence présentée comme un exemple supplémentaire d'une trajectoire marquée par une accumulation de prises de parole jugées excessives, tantôt contre des figures politiques ou militaires, tantôt contre des personnalités issues d'autres milieux. Ce type de référence
il faut le souligner avec prudence, relève d'une accusation formulée par une tierce personne dans le cadre d'un commentaire spirituel et non d'un fait établi de manière indépendante. Il convient donc de la considérer comme un élément du débat relayé par certains milieux religieux plutôt que comme une vérité judiciairement confirmée. Ce message développe ensuite une mise en garde plus large adressée directement aux fidèles, celle de ne jamais confondre la foi authentique avec une admiration inconditionnelle envers une figure religieuse humaine aussi charismatique et influente soit-elle, une distinction présentée comme essentielle pour éviter ce que le message qualifie directement de fanatisme, un phénomène jugé dangereux, susceptible de pousser des fidèles à s'engager eux-mêmes dans des postures risquées par simple loyauté envers un leader qu'ils admirent. Cette mise en garde prend une résonance particulière dans le contexte de cette affaire précise où l'on a vu dans la première partie à quel point une simple rumeur sans fondement avait pu se propager à une vitesse fulgurante au sein de communautés entières sous le coup de l'émotion et de l'inquiétude. Un phénomène qui illustre concrètement le risque évoqué dans ce message, celui d'une communauté qui, par attachement à une figure religieuse, perd temporairement tout discernement critique face à une information non vérifiée. Ce message se conclut sur une dimension plus introspective en évoquant l'idée d'une mission spirituelle qui dépasserait les fonctions traditionnelles reconnues dans certains courants évangéliques, sans toutefois apporter de précisions concrètes supplémentaires sur cette affaire. Une manière de recentrer en fin de compte le débat sur une dimension religieuse plus vaste plutôt que sur les seuls aspects politiques ou judiciaires de la situation. Maintenant que ces deux lectures de l'affaire, la lecture factuelle et la lecture spirituelle, ont été posées côte à côte, il devient possible de mesurer l'ampleur réelle des enjeux soulevés par cette histoire et surtout d'anticiper les scénarios qui pourraient se dessiner dans les semaines à venir. Premier scénario possible, une issue judiciaire relativement rapide avec une décision claire du tribunal concernant les charges retenues contre le prédicateur. Un scénario qui, en fonction du verdict rendu, pourrait soit calmer les tensions actuelles, soit au contraire les raviver, selon que la décision sera perçue comme équitable ou, à l'inverse, comme disproportionnée par une partie de l'opinion publique et des communautés religieuses concernées. Deuxième scénario, une poursuite des tensions entre certaines figures religieuses et les autorités ivoiriennes, alimentée par la récurrence des affaires judiciaires impliquant des prédicateurs influents. Un scénario qui pourrait, à terme, pousser les autorités à clarifier davantage le cadre légal encadrant les prises de parole publiques des leaders religieux, notamment sur des sujets aussi sensibles que la mort de responsables publics ou les critiques directes envers les institutions. Troisième scénario, une prise de conscience collective au sein même des communautés évangéliques ivoiriennes sur la nécessité d'un encadrement plus strict des discours tenus par certains prédicateurs, en particulier ceux qui construisent une partie de leur influence sur des prises de position volontairement polémiques. Un scénario qui pourrait à long terme transformer en profondeur la manière dont certaines églises communiquent publiquement en Côte d'Ivoire. Ce qui reste certain à ce stade, c'est que cette affaire, par la densité des enjeux qu'elle a révélés en seulement quelques jours, à la fois judiciaires, religieux, sociaux et informationnels, continuera très probablement d'occuper une place importante dans l'actualité ivoirienne. Entre l'issue judiciaire encore incertaine, l'état de santé de l'homme concerné et les débats de fond qu'elle a relancés au sein de la société ivoirienne, tous les ingrédients sont réunis pour que cette histoire continue de susciter l'attention dans les semaines à venir.